Tu regardes ta vie et tu sais que quelque chose doit changer. Pas autour de toi, en toi. Tu as peut-être déjà essayé de changer de ville, de travail, de relation. Tu as peut-être déjà recommencé plusieurs fois. Mais tu t'es retrouvé avec les mêmes pensées, les mêmes réactions, les mêmes schémas dans un endroit différent. Parce que le problème n'a jamais été l'endroit. Il a toujours été l'esprit. Pense à Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde connu. Il dirigeait un empire. Il avait tout le pouvoir, toute la richesse, toute la gloire qu'un homme puisse désirer. Et pourtant, chaque matin, avant que l'empire ne réclame son attention, il s'asseyait et il travaillait sur lui-même. Il notait ses faiblesses. Il s'interrogeait sur ses réactions. Il cherchait à se transformer de l'intérieur, non pas pour le monde, mais pour lui-même. Réfléchis à ça un instant. Cet homme avait tout à l'extérieur, et il choisissait quand même de tout réparer à l'intérieur. Parce qu'il savait une vérité que peu de gens acceptent vraiment. Ce que tu es à l'intérieur finit toujours par définir ce que tu vis à l'extérieur. Toujours. Et les gens qui se transforment vraiment, pas en surface, pas pour un temps, mais profondément et durablement, ne sont pas ceux qui ont changé de vie. Ce sont ceux qui se sont changés eux-mêmes, tellement changés que les gens autour d'eux ne les reconnaissent plus. Pas parce qu'ils sont devenus quelqu'un d'autre, mais parce qu'ils sont enfin devenus eux-mêmes. C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. À travers 8 leçons stoïciennes concrètes et puissantes, je vais te montrer comment réparer ta vie de l'intérieur. Pas avec de belles théories, avec des outils réels que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Avant de commencer, descends dans les commentaires et écris « Je répare ma vie de l'intérieur et personne ne me reconnaîtra ». Écris-le comme un engagement envers toi-même, parce qu'en l'écrivant, tu poses une intention. Et cette intention est le premier acte de ta transformation. Ne rate aucune de ces leçons, surtout la dernière. Si ces vidéos t'apportent de la valeur, like, abonne-toi et active les notifications. Commençons. Leçon 1. Change d'attitude. Tu as besoin de changer l'esprit, pas l'endroit. Il y a quelque chose que beaucoup de gens font quand leur vie devient trop lourde. Ils partent. Ils changent de ville, de travail, de relation, d'environnement. Ils croient sincèrement que si les circonstances changent, eux aussi vont changer. Ils s'imaginent une nouvelle vie dans un nouvel endroit, plus légère, plus libre, plus alignée avec ce qu'ils veulent vraiment. Et au début, ça marche. Le changement d'environnement apporte une énergie nouvelle. Tout semble possible. Mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, quelque chose d'étrange se produit. Les mêmes pensées reviennent, les mêmes réactions reprennent, les mêmes schémas se reproduisent, dans un endroit différent, avec des gens différents, mais avec le même esprit, parce qu'on emporte son esprit partout où on va. Pense à quelqu'un qui fuit un incendie, en courant vers une autre maison. Il arrive, il ferme la porte, il respire. Mais il ne réalise pas qu'il a apporté des braises dans ses poches. Et quelques jours plus tard, la nouvelle maison brûle aussi. Pas parce que l'endroit était mauvais, mais parce que la source du feu n'a jamais été traitée. Est-ce que tu reconnais cette personne quelque part en toi? La vérité stoïcienne qu'Épictète enseignait à ses élèves, lui qui ne pouvait aller nulle part, lui qui était enchaîné, c'est celle-ci. La liberté ne se trouve pas dans un endroit. Elle se trouve dans l'esprit. Et un homme qui a maîtrisé son esprit est libre partout. Un homme qui ne l'a pas maîtrisé est prisonnier partout, même dans le plus beau des endroits. Le vrai changement ne commence pas quand tu changes d'environnement. Il commence quand tu changes ta façon de voir les choses, ta façon de réagir, ta façon de te parler à toi-même, ta façon d'interpréter ce qui t'arrive. Et quand cette transformation intérieure se produit vraiment, les gens autour de toi le remarquent. Pas parce que tu leur en as parlé, mais parce que quelque chose de fondamental a changé dans ta façon d'être. Et c'est exactement ce que promet ce titre. Répare ta vie de l'intérieur et personne ne te reconnaîtra. Comment changer l'esprit plutôt que l'endroit? Premier exercice. La prochaine fois que tu ressens l'envie de fuir une situation, une relation difficile, un travail pesant,
un environnement qui t'étouffe. Arrête-toi avant d'agir. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je veux changer cette situation parce qu'elle est vraiment toxique? Ou est-ce que je veux fuir parce que quelque chose en moi est inconfortable? La réponse que tu trouveras te dira si tu dois partir ou si tu dois travailler sur toi. Parce que parfois il faut partir. Mais souvent, ce qu'on fuit nous suit. Deuxième exercice. Identifie aujourd'hui une réaction, une pensée ou un schéma qui se répète dans ta vie depuis longtemps. Quelque chose qui était présent dans ta relation précédente et dans celle d'après. Quelque chose qui s'est manifesté dans ton ancien travail et dans le nouveau. Nomme-la clairement, écris-la. Parce que tant que tu ne la vois pas, tu ne peux pas la changer. Et tant que tu ne la changes pas, elle te suivra partout. Et si, aujourd'hui, tu décidais que le prochain endroit où tu vas aller, c'est à l'intérieur de toi-même? Et si tu décidais que la transformation que tu cherches depuis si longtemps ne t'attend pas dans une autre ville, dans un autre travail, dans une autre relation, mais dans cet espace intérieur que tu n'as peut-être jamais vraiment exploré? Et si l'homme ou la femme que tu pourrais devenir commençait précisément par ce choix, celui de changer l'esprit avant de changer l'endroit? Épictète disait « Cherche en toi-même à la fois la capacité de te contenter de ta condition actuelle et de ne pas souffrir de ce qui te manque. Tu n'as pas besoin de partir pour te transformer. Tu as besoin de regarder en face ce que tu emportes partout avec toi et de décider de le changer. Parce que quand tu changes vraiment de l'intérieur, l'extérieur finit toujours par suivre. Si tu es prêt à faire ce travail intérieur aujourd'hui, écris en commentaire « Je change l'esprit avant de changer l'endroit » pour que je sache que tu avances avec nous. Leçon 2. Libère-toi de tes mauvais vices. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne veulent pas vraiment regarder en face. Ces habitudes qu'ils savent mauvaises pour eux. Ces comportements qu'ils répètent même quand ils savent exactement où ils les mènent. Ces vices silencieux qui grignotent leur énergie, leur clarté, leur force, jour après jour, sans qu'ils s'en rendent vraiment compte. Et ce qui est étrange, c'est que ces personnes ne manquent pas de volonté. Mais si tu regardes leur vie avec honnêteté, tu verras qu'elles ne choisissent pas de souffrir. Elles choisissent juste de ne pas regarder ce qui les fait souffrir. Pense à une corde attachée à ta cheville. Au début, elle est fine, presque invisible. Tu la sens à peine. Tu peux encore marcher, avancer, vivre normalement. Mais chaque jour que tu passes à nourrir ce vice, la corde devient plus épaisse, plus lourde, plus solide. Et un matin, tu te réveilles et tu réalises que tu ne peux plus avancer comme tu le voulais. Pas parce que quelqu'un t'a enchaîné, mais parce que tu as tissé toi-même cette corde, un jour après l'autre. Et pendant que tu la nourris, d'autres personnes autour de toi ont choisi de la couper. Et c'est en faisant ce choix difficile qu'ils sont devenus quelqu'un que personne ne reconnaît plus. Est-ce que tu connais cette corde quelque part dans ta vie? Parce que les vices ne se manifestent pas toujours de façon spectaculaire, et Épictète, qui vivait enchaîné, qui n'avait rien, ne permettait pas à un seul vice de gouverner son esprit. Non pas parce que sa vie était facile, mais parce qu'il avait compris que la seule vraie liberté commence par la maîtrise de soi. Et que celui qui ne se gouverne pas lui-même sera toujours gouverné par quelque chose d'autre. Parfois c'est une addiction à l'écran qui vole des heures précieuses. Parfois c'est une habitude de se plaindre qui empoisonne chaque conversation. Parfois c'est quelque chose de plus profond, un comportement, une substance, une relation toxique qu'on revient chercher encore et encore, même quand on sait ce que ça coûte. Mais derrière tous ces visages, il y a la même réalité. Chaque vice est un accord silencieux que tu as passé avec toi-même. Un accord qui dit « Je préfère ce confort immédiat à la personne que je pourrais devenir ». Et cette différence-là change tout. Parce que chaque jour que tu passes à nourrir ce vice, tu envoies un message silencieux à ton esprit. Tu lui dis que tu n'as pas le contrôle. Et ton esprit te croit. Il construit autour de toi des habitudes de plus en plus solides. Des habitudes faites de résistance, de fuite, de certitude que tu ne peux pas faire autrement. Et la personne que personne ne reconnaîtra attend toujours de l'autre côté de ces habitudes. Comment se libérer de ces mauvais vices? Premier exercice. Prends un papier aujourd'hui
et écris honnêtement les 3 habitudes qui te coûtent le plus. Pas les plus visibles, les plus honnêtes. Celles que tu connais depuis longtemps mais que tu préfères ne pas regarder en face. Nomme-les clairement, sans te juger. Parce que tant qu'un vice reste dans l'ombre, il garde tout son pouvoir sur toi. La lumière que tu poses dessus est déjà un acte de libération, mais elle sera précieuse. Deuxième exercice, choisis le vice qui te coûte le plus, un seul, et décide d'une action concrète pour commencer à t'en libérer. Pas une transformation totale, juste un pas. Si c'est l'écran, pose ton téléphone 1 heure plus tôt ce soir. Si c'est la plainte, choisis de ne pas te plaindre pendant les prochaines 24 heures. Si c'est quelque chose de plus profond, parlant à quelqu'un de confiance. Parce que se libérer d'un vice profond n'est pas une faiblesse. C'est l'un des actes les plus courageux qu'un être humain puisse poser. Et si aujourd'hui, tu décidais que cette corde peut aussi être défaite? Et si tu décidais que la personne que tu veux devenir mérite mieux que les vices que tu nourris en silence? Et si ta libération commençait précisément par cet acte honnête de regarder en face ce qui te retient? Sénèque disait « Commence à être maintenant ce que tu veux être à la fin ». Tu ne te libères pas de tes vices en une nuit. Mais tu peux poser le premier fil aujourd'hui. Si tu es prêt à poser ce premier fil aujourd'hui, écris en commentaire « Je me libère de ce qui me retient » pour que je sache que tu construis quelque chose de nouveau. Leçon 3. Décide avec la raison, pas seulement avec l'émotion. Il y a quelque chose que beaucoup de gens vivent sans jamais vraiment le nommer. Ces décisions prises dans un moment de colère qu'ils regrettent le lendemain. Ces mots lancés dans un moment de frustration qui brisent ce qu'ils avaient mis des années à construire. Ces choix faits sous le coup de l'émotion qui changent le cours de leur vie, pas dans le sens qu'ils voulaient. Et le problème n'est pas de ressentir. C'est de laisser ce qu'on ressent décider à notre place. Pense à un capitaine qui traverse une tempête. Les vagues sont hautes, le vent hurle. Tout son corps lui crie de paniquer. Mais s'il abandonne le gouvernail à la tempête, le bateau se perd. Le capitaine fort n'est pas celui qui ne ressent pas la tempête. C'est celui qui la ressent pleinement et qui tient quand même le gouvernail avec calme et clarté. Parce qu'il sait que la tempête passera. Mais les décisions qu'il prend pendant la tempête, elles, restent. Est-ce que tu reconnais ce capitaine quelque part en toi? Parce que Marc Aurèle, qui dirigeait un empire, qui faisait face à des guerres, à des trahisons, à des pertes, prenait chaque matin le temps d'examiner ses pensées avant d'agir. Non pas pour éteindre ce qu'il ressentait, mais pour s'assurer que c'était sa raison qui décidait, et non la peur, la colère ou l'orgueil du moment. Les émotions ne sont pas tes ennemis, elles sont des messagères. Elles te disent que quelque chose se passe en toi. Mais une messagère n'est pas un chef. Tu peux écouter ce qu'elle apporte, sans la laisser prendre les commandes. Entre subir ses émotions et les observer. Entre réagir et choisir. Entre laisser la tempête diriger le bateau et tenir toi-même le gouvernail. Et cette différence-là change tout. Parce que chaque fois que tu décides sous le coup de l'émotion, tu envoies un message silencieux à ton esprit. Tu lui dis que tu n'es pas maître de toi-même, et ton esprit te croit. Il construit autour de toi des réactions de plus en plus automatiques. Des réactions faites d'impulsions, de regrets, de certitudes que tu ne pouvais pas faire autrement. Et la personne que personne ne reconnaîtra sait tenir le gouvernail même dans la tempête. Comment décider avec la raison plutôt qu'avec l'émotion? Premier exercice. La prochaine fois que tu sens une émotion forte monter en toi, colère, peur, frustration, ne décide rien pendant les 10 premières minutes. Juste 10 minutes. Pose-toi. Respire. Laisse l'émotion être là, sans la suivre immédiatement. Puis demande-toi, si je n'étais pas en colère en ce moment, quelle décision prendrais-je? La réponse que tu trouveras sera souvent très différente de ce que l'émotion te dictait. Et cette différence, c'est ta liberté. Deuxième exercice. Le soir avant de dormir, rappelle-toi une décision que tu as prise aujourd'hui.
Examine-la honnêtement. Est-ce que tu l'as prise avec clarté ou sous l'influence d'une émotion? Pas pour te juger, pour apprendre. Parce que celui qui examine ses décisions avec honnêteté chaque soir prend de meilleures décisions chaque matin. Et si aujourd'hui tu décidais que tes émotions ont le droit d'exister, mais pas le droit de décider? Et si tu décidais que la raison n'est pas une froideur, c'est une force? Et si la personne que tu veux devenir commençait précisément par ce choix de tenir le gouvernail même quand la tempête est forte? Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Tu ne deviendras pas maître de tes émotions en une nuit. Mais tu peux choisir de tenir le gouvernail aujourd'hui. » Si tu es prêt à faire ce choix, écris en commentaire « Je décide avec clarté, pas avec la peur », pour que je sache que tu choisis de ne plus souffrir en silence. Leçon 4. Transforme les difficultés en force intérieure. Il y a quelque chose que beaucoup de gens font quand la vie devient difficile. Ils baissent la tête. Ils attendent que ça passe. Ils cherchent comment éviter la douleur, contourner l'obstacle, alléger le poids. Et cette réaction est humaine. Elle est naturelle. Mais elle a un coût silencieux que peu de gens mesurent vraiment. Parce qu'une difficulté évitée ne disparaît pas. Elle revient, plus forte. Pense à un forgeron qui travaille le métal. Il prend un morceau de fer brut, dur, imparfait, inutilisable tel quel, et il le frappe. Encore et encore. Avec une chaleur intense et des coups précis. Et à chaque coup, le métal ne se brise pas. Il se transforme. Il devient plus pur, plus solide, plus utile. La même chaleur qui aurait fondu un métal ordinaire forge l'acier le plus résistant. Est-ce que tu vois cette forge quelque part dans ta vie? Parce qu'Épictète, qui avait tout perdu, qui vivait enchaîné, dont le maître lui avait brisé la jambe, ne voyait pas sa souffrance comme une punition. Il la voyait comme une forge. Et c'est précisément cette façon de voir qui l'a transformé en l'un des philosophes les plus puissants de l'histoire. Non pas malgré ses difficultés, grâce à elles. Les difficultés ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour révéler ce que tu as en toi. Entre subir ce qui t'arrive et l'utiliser. Entre laisser l'obstacle te bloquer et le transformer en chemin. Entre te demander pourquoi ça t'arrive et te demander ce que tu peux en faire. Et cette différence-là change tout. Parce que chaque difficulté que tu traverses, sans te briser, t'envoie un message puissant. Elle te dit que tu es plus solide que tu ne le croyais. Et ton esprit intègre ce message. Il construit autour de toi une confiance que personne ne peut te donner de l'extérieur. Parce qu'elle est née de ce que tu as traversé. Et la personne que personne ne reconnaîtra est précisément celle qui a été forgée par ce que les autres auraient fui. Comment transformer les difficultés en force intérieure? Premier exercice. Pense à la difficulté la plus importante que tu traverses en ce moment. Au lieu de te demander comment l'éviter, demande-toi « Qu'est-ce que cette situation est en train de forger en moi? Quelle qualité suis-je en train de développer sans m'en rendre compte? » La patience, le courage, la clarté, la résilience. Écris ta réponse. Parce que nommer ce que tu gagnes dans l'épreuve change complètement la façon dont tu la vis. Deuxième exercice. Rappelle-toi une difficulté passée que tu as surmontée. Quelque chose que tu croyais insurmontable à l'époque. Et regarde ce qu'elle a construit en toi. Maintenant dis-toi honnêtement. Est-ce que tu serais la personne que tu es aujourd'hui sans cette épreuve? Cette question n'est pas pour minimiser ta douleur. C'est pour te rappeler que tu as déjà été forgé et que tu peux l'être encore. Et si aujourd'hui, tu décidais de regarder tes difficultés différemment? Non plus comme des obstacles à éviter, mais comme des forges à traverser. Et si tu décidais que chaque coup que la vie te donne ne te brise pas, il te définit. Et si la personne que tu veux devenir commençait précisément là où tu choisis de ne pas fuir ce qui est difficile?
Marc Aurèle écrivait « Ce qui fait obstacle devient le chemin ». Tu n'as pas besoin que la vie soit facile pour devenir fort. Tu as besoin de traverser ce qui est difficile sans te briser. Si tu es prêt à laisser tes difficultés te forger, écris en commentaire « Je transforme mes épreuves en force » pour que je sache que tu refuses de te taire plus longtemps. Leçon 5. Renforce ton esprit face à l'adversité. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas sur la force mentale. Ils pensent que c'est un don, que certaines personnes naissent avec et d'autres sans. Ils regardent ceux qui traversent les tempêtes sans se briser et ils se disent que ces gens ont quelque chose qu'eux n'ont pas, quelque chose d'inné, quelque chose d'inaccessible. Mais ils ont tout faux. Pense à un muscle. Un muscle qui ne travaille jamais reste faible. Il ne demande aucun effort. Il ne fait pas mal. Mais il ne grandit pas non plus. Maintenant pense à ce même muscle soumis à une résistance régulière. Il souffre, il fatigue, il demande un effort constant. Mais chaque séance le rend un peu plus fort, un peu plus résistant, un peu plus capable de supporter une charge plus lourde la prochaine fois. L'esprit fonctionne exactement de la même façon. Est-ce que tu entraînes ton esprit ou tu le laisses s'atrophier? Parce que Marc Aurèle ne devenait pas fort pendant les crises. Il devenait fort avant. Chaque matin, avant que l'Empire ne réclame son attention, il s'entraînait mentalement. Il anticipait les difficultés. Il se préparait aux provocations. Il s'imaginait faire face à l'adversité avec calme et clarté. Non pas pour avoir peur de ce qui allait arriver, mais pour ne jamais être surpris par ce qu'il était capable d'affronter. La force mentale ne naît pas dans les grands moments. Elle se construit dans les petits. Entre choisir l'inconfort volontaire et fuir tout ce qui est difficile. Entre t'entraîner quand tu n'en as pas envie et attendre d'être motivé. Entre affronter une conversation difficile maintenant et la remettre à demain. Et cette différence-là change tout. Parce que chaque fois que tu choisis l'effort quand tout en toi veut fuir, tu envoies un message puissant à ton esprit. Tu lui dis que tu es capable de plus que tu ne le croyais. Et ton esprit te croit. Il construit autour de toi une résilience de plus en plus solide. Une résilience faite de petites victoires quotidiennes que personne ne voit. Mais que toi tu ressens. Et la personne que personne ne reconnaîtra est précisément celle qui s'est entraînée en silence pendant que les autres attendaient. Comment renforcer son esprit face à l'adversité? Premier exercice. Chaque matin, cette semaine, fais une chose que tu n'as pas envie de faire. Une seule. Pas la plus difficile. Juste une chose qui demande un effort que tu aurais normalement évité. Une douche froide. 10 minutes de silence, sans téléphone. Une tâche que tu repousses depuis des jours. Ce n'est pas l'action qui compte. C'est le message que tu envoies à ton esprit. Le message qui dit « C'est moi qui commande ici ». Deuxième exercice. La prochaine fois que quelque chose de difficile arrive dans ta vie, une critique, une déception, un obstacle, arrête-toi avant de réagir. Respire. Et demande-toi, comment est-ce que je veux répondre à ça? Pas comment je me sens. Comment je veux répondre? Parce que l'espace entre ce qui arrive et ta réponse, c'est exactement là que se construit ta force mentale. Et si aujourd'hui, tu décidais que ton esprit est un muscle que tu peux entraîner? Et si tu décidais que chaque difficulté que tu traverses avec calme est une répétition de plus à ton entraînement? Et si la personne forte que tu veux devenir commençait précisément par ces petits choix quotidiens que personne ne voit? Épictète disait « Ne demande pas que les choses qui arrivent t'arrivent comme tu le veux. Veuille que les choses qui arrivent soient comme elles sont et tu seras en paix. Tu ne deviens pas fort en évitant l'adversité. Tu deviens fort en choisissant comment tu y répondras. » Si tu es prêt à entraîner ton esprit dès aujourd'hui, écris en commentaire. Je construis ma force dans le silence pour que je sache que tu fais confiance au processus. Leçon 6. Libère-toi du perfectionnisme paralysant.
Il y a quelque chose que beaucoup de gens appellent de la rigueur, de l'exigence, des standards élevés. Et cette façon de voir paraît positive, elle paraît même admirable. Mais si tu regardes ce qu'elle produit vraiment dans la vie de ceux qui en souffrent, tu verras autre chose. Des projets qui ne démarrent jamais, des décisions qui ne se prennent jamais, des vies qui n'avancent pas. Parce que le perfectionnisme n'est pas de l'exigence, c'est de la peur déguisée. Pense à un peintre devant une toile blanche. Il a une vision. Il sait exactement ce qu'il veut créer. Mais il n'ose pas poser le premier coup de pinceau. Parce que ce premier coup ne sera pas parfait. Parce que la toile blanche est encore parfaite et qu'un geste imparfait la tachera à jamais. Alors il attend, il planifie, il imagine. Et la toile reste blanche pendant des semaines, des mois, parfois des années. Non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il avait plus peur de l'imperfection que d'une vie sans création. Est-ce que tu reconnais ce peintre quelque part en toi? Parce que les stoïciens n'attendaient pas la perfection pour agir. Marc Aurèle écrivait ses méditations sans les destiner à la publication. Elles étaient imparfaites, personnelles, parfois contradictoires. Mais il les écrivait quand même, chaque matin. Parce qu'il avait compris qu'une action imparfaite accomplie vaut infiniment plus qu'une action parfaite imaginée. Le perfectionnisme te vole ton présent au nom d'un futur idéal qui n'arrivera jamais. Entre commencer imparfaitement et ne jamais commencer. Entre livrer quelque chose d'incomplet et garder pour toujours quelque chose d'inachevé. Entre accepter que la croissance passe par l'imperfection et attendre d'être parfait pour commencer à grandir. Et cette différence-là change tout. Parce que chaque fois que tu attends d'être parfait pour agir, tu envoies un message silencieux à ton esprit. Tu lui dis que tu n'es pas encore suffisant. Et ton esprit te croit. Il construit autour de toi des standards de plus en plus impossibles à atteindre. Des standards faits d'autocritique, de procrastination, de certitude que ce n'est jamais assez bien. Et la personne que personne ne reconnaîtra est précisément celle qui a choisi le progrès plutôt que la perfection. Comment se libérer du perfectionnisme paralysant? Premier exercice, identifie aujourd'hui un projet, une décision ou une action que tu repousses parce que tu attends d'être prêt ou que ce soit parfait. Maintenant, donne-toi une seule règle. Fait vaut mieux que parfait. Et fais un premier pas imparfait aujourd'hui. Pas la version finale, pas le résultat idéal, juste un premier mouvement. Parce que c'est en agissant qu'on s'améliore, pas en attendant d'être parfait pour agir. Deuxième exercice. La prochaine fois que tu te critiques pour quelque chose d'imparfait que tu as fait, pause et demande-toi, est-ce que j'aurais fait mieux en ne faisant rien? La réponse sera presque toujours non. Parce que l'imperfection qui avance construit toujours plus que la perfection qui attend. Et si aujourd'hui tu décidais que tu as le droit de commencer sans être prêt? Et si tu décidais que tes imperfections ne sont pas des obstacles à ton chemin, elles font partie du chemin. Et si la personne que tu veux devenir commençait précisément par ce premier geste imparfait que tu peux poser maintenant? Sénèque disait « Pendant que nous perdons notre temps à hésiter et à douter, la vie passe. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer. Tu as besoin d'avancer pour t'améliorer. Si tu es prêt à choisir le progrès plutôt que la perfection, écris en commentaire « J'avance imparfait et je grandis » pour que je sache que tu t'engages à devenir cette personne. Leçon 7. Reconnecte-toi à tes valeurs et construis depuis là. Il y a quelque chose que beaucoup de gens perdent sans s'en rendre compte. Pas leur argent, pas leurs relations, pas leurs opportunités. Quelque chose de plus profond et de plus silencieux. Le fil qui les relie à ce qu'ils sont vraiment, à ce qui compte pour eux, à ce pourquoi ils veulent vraiment vivre. Et quand ce fil se coupe, tout le reste peut sembler en ordre de l'extérieur et être complètement vide de l'intérieur. Pense à un arbre dont les racines ont été coupées. Il tient encore debout. Ses branches sont encore là. Ses feuilles semblent encore vertes. Mais en dessous, quelque chose d'essentiel manque.
Et peu à peu, sans que personne ne le voie vraiment, l'arbre commence à se dessécher de l'intérieur. Pas parce que la tempête l'a abattu, mais parce qu'il n'avait plus rien pour le nourrir en profondeur. Est-ce que tu reconnais cet arbre quelque part dans ta vie? Parce que Marc Aurèle, malgré tout le pouvoir qu'il avait, malgré toutes les distractions que sa position lui offrait, revenait chaque matin à ses valeurs fondamentales: la sagesse, la justice, le courage, la tempérance. Non pas comme des mots abstraits, mais comme des boussoles concrètes qui guidaient chaque décision qu'il prenait. Les valeurs ne sont pas des concepts philosophiques. Elles sont le fondement de qui tu es. Entre vivre en accord avec ce qui compte vraiment pour toi et te laisser guider par les attentes des autres. Entre construire une vie qui te ressemble et construire une vie qui impressionne. Entre agir depuis tes convictions profondes et agir depuis la peur de ce que les autres pensent. Et cette différence-là change tout. Parce que chaque fois que tu agis contre tes valeurs, même pour une petite chose, tu envoies un message silencieux à ton esprit. Tu lui dis que ce que tu es vraiment ne compte pas assez, et ton esprit te croit. Il construit autour de toi un vide de plus en plus profond. Un vide fait de compromis, de trahisons silencieuses, de certitudes que tu ne sais plus vraiment qui tu es. Et la personne que personne ne reconnaîtra est précisément celle qui a décidé de vivre depuis ses racines. Comment se reconnecter à ses valeurs? Premier exercice. Prends un papier aujourd'hui et écris les 3 valeurs les plus importantes pour toi, pas celles que tu penses devoir avoir. Les tiennes, celles qui, quand tu les trahis, te laissent avec un sentiment de vide, celles qui, quand tu les honores, te donnent un sentiment de paix. Nomme-les clairement. Parce que tu ne peux pas construire depuis des racines que tu n'as jamais vraiment regardées. Deuxième exercice. Regarde ta dernière semaine honnêtement. Dans quel moment as-tu agi en accord avec ces valeurs? Dans quel moment les as-tu trahies? Pas pour te juger, pour voir. Parce que celui qui voit clairement où il dévie peut choisir de revenir. Et ce retour, même petit, même imparfait, est le début de tout. Et si aujourd'hui tu décidais de construire ta vie depuis ce qui compte vraiment pour toi? Et si tu décidais que tes valeurs ne sont pas des idéaux lointains, elles sont le sol sur lequel tu peux te tenir? Et si la personne que tu veux devenir commençait précisément par ce retour à toi-même? Épictète disait « Sois fidèle à toi-même avant tout. Tu n'as pas besoin de tout reconstruire. Tu as besoin de retrouver tes racines et de construire depuis là. » Si tu es prêt à te reconnecter à ce qui compte vraiment, écris en commentaire « Je construis depuis mes valeurs » pour que je sache que tu refuses de te taire plus longtemps. Leçon 8. Crée ta propre valeur. Il y a quelque chose que beaucoup de gens attendent toute leur vie sans jamais vraiment le recevoir. La validation, la reconnaissance, la preuve que ce qu'ils font compte, que ce qu'ils sont suffit. Ils attendent que quelqu'un leur dise qu'ils ont de la valeur, qu'un succès extérieur confirme qu'ils méritent leur place, que le monde leur donne ce signe qui leur permettrait enfin de se sentir suffisants. Et cette attente-là est la plus épuisante de toutes. Pense à quelqu'un qui cherche de l'eau dans un puits vide. Il revient chaque jour. Il descend son seau. Il remonte. Et le seau est toujours vide. Mais au lieu de chercher une autre source, il revient demain et après-demain, en espérant qu'aujourd'hui ce sera différent. Il s'épuise. Il se décourage. Non pas parce que l'eau n'existe pas, mais parce qu'il la cherche au mauvais endroit. Est-ce que tu reconnais cette personne quelque part en toi? Parce qu'Épictète, qui n'avait ni statut, ni richesse, ni liberté, n'attendait la validation de personne. Non pas parce qu'il se moquait des autres, mais parce qu'il avait compris que la valeur qui vient de l'extérieur est fragile. Elle dépend de l'humeur des autres, de leurs standards, de leurs intérêts. Mais la valeur qui vient de l'intérieur, construite par tes choix, tes actions, ta façon d'être, personne ne peut te l'enlever. La vraie valeur ne se reçoit pas, elle se crée.
entre attendre que quelqu'un te dise que tu es suffisant et décider toi-même que tu l'es. Entre construire ta vie pour impressionner et construire ta vie pour t'honorer. Entre chercher ta valeur dans le regard des autres et la créer dans tes actions quotidiennes. Et cette différence-là change tout. Parce que chaque fois que tu attends la validation extérieure pour avancer, tu envoies un message silencieux à ton esprit. Tu lui dis que tu ne peux pas décider toi-même de ce que tu vaux. Et ton esprit te croit. Il construit autour de toi une dépendance de plus en plus profonde. Une dépendance faite d'insécurité, de comparaison, de certitude que tu n'es pas encore assez. Et la personne que personne ne reconnaîtra est précisément celle qui a décidé de créer sa propre valeur, sans attendre la permission de personne. Comment créer sa propre valeur? Premier exercice. Identifie aujourd'hui une action que tu as reportée en attendant que quelqu'un te valide ou t'encourage. Un projet, une décision, un changement. Maintenant, pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que cette action est juste et alignée avec qui je veux être? Si la réponse est oui, fais-la. Aujourd'hui. Sans attendre l'approbation de personne. Parce que l'action accomplie depuis ta propre conviction vaut infiniment plus que l'action attendue depuis la validation d'un autre. Deuxième exercice. Chaque soir cette semaine, écris une chose concrète que tu as faite aujourd'hui, dont tu es fier. Pas quelque chose que les autres ont remarqué. Quelque chose que toi tu sais. Une promesse tenue. Un effort fait. Un choix difficile assumé. Parce que c'est dans cette reconnaissance de toi-même, silencieuse, honnête, quotidienne, que se construit une valeur que personne ne peut te retirer. Et si aujourd'hui tu décidais que tu n'as plus besoin d'attendre, que ta valeur n'est pas conditionnelle à ce que les autres pensent, que tu peux décider dès maintenant que ce que tu fais compte, parce que toi, tu sais l'effort que ça demande. Et si la personne que tu veux devenir commençait précisément par cette décision de te choisir sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse d'abord. Marc Aurèle écrivait « La valeur d'une chose est ce que tu en fais. Tu n'as pas besoin que le monde te donne ta valeur. Tu peux la créer. Aujourd'hui. Dans ce choix. Dans cette action. Dans cette façon d'être qui ne demande la permission de personne. Si tu es prêt à créer ta propre valeur dès aujourd'hui, écris en commentaire « Je me choisis et je crée ma propre valeur » pour que je sache que tu t'engages à devenir cette personne. Si tu es arrivé jusqu'ici, descends dans les commentaires et écris « Je répare ma vie de l'intérieur et personne ne me reconnaîtra ». Tu viens de traverser 8 leçons, 8 vérités concrètes qui ne viennent pas de théories abstraites, mais de la sagesse de ceux qui ont tout traversé et qui ont choisi de se transformer plutôt que de subir. Et si quelque chose a changé dans ta façon de voir les choses pendant cette vidéo, même une petite chose, alors ce temps valait tout. Ne cherche pas à tout appliquer en même temps. Choisis la leçon qui t'a le plus parlé, celle qui a touché quelque chose de précis en toi, et commence par là. Une leçon, un choix, un pas. Parce que la personne que personne ne reconnaîtra ne se construit pas dans un grand soir de décision. Elle se construit dans ces petits choix quotidiens que tu fais quand personne ne regarde. Sois patient avec toi-même, sois bienveillant. La transformation profonde prend du temps. Mais chaque jour où tu choisis de changer l'esprit plutôt que l'endroit, de te libérer de ce qui te retient, de décider avec clarté, de traverser l'adversité sans te briser, tu deviens un peu plus cette personne. Et un jour, ceux qui te connaissaient ne te reconnaîtront plus. Non pas parce que tu es devenu quelqu'un d'autre, mais parce que tu es enfin devenu toi-même. Rappelle-toi que ces leçons sont un accompagnement, pas un remplacement à un suivi professionnel si tu traverses une épreuve profonde. Prendre soin de toi, c'est aussi savoir demander de l'aide quand tu en as besoin. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, like, abonne-toi et partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Quelqu'un qui cherche à se transformer de l'intérieur.
quelqu'un qui est prêt à devenir une personne que personne ne reconnaîtra. Laissez un commentaire pour que YouTube comprenne que ces vidéos apportent de la valeur à des personnes comme toi. Je te suggère également de regarder les 2 vidéos que nous te recommandons à la fin de cette vidéo. Merci sincèrement pour ton temps et ta présence. On se retrouve dans la prochaine vidéo.